C'est la suite de Politicien, votre rendez-vous politique, dont le numéro de ce jour est consacré au Mali. On l'a vu, ce n'est pas la lune de miel en ce moment entre le président Ibrahim Boubacar Keïta et les religieux. Mais jusqu'où iront l'imam Dicko et le shérif de Nioro? Iront-ils jusqu'à créer un parti islamique? Nous avons posé la question à Abdoulaye Niang. Il est le directeur du Centre d'études et de recherche Djokoni Maya. On l'écoute, on en parle après. Je pense qu'il ne faut pas faire de l'amalgame. Le Premier ministre Soumaïla Boubèye Maïga, en réplique à l'imam Dicko, quand il a retourné la subvention supposée pour organiser la rencontre au stade, n'est-ce pas, pour la prière, il a été très clair. Si vous avez une force de mobilisation certaine, vous avez demandé à vos adeptes de ne pas voter Ibeka. Et Ibeka a été voté, il a gagné. Ça veut dire que votre capacité de mobilisation n'est pas avérée, elle n'est pas évidente. Donc si en 2013, ça a contribué à l'élection, en 2018, c'était une force négative, mais la négation n'a pas donné le résultat escompté. Donc ce serait une illusion de la part de l'imam Dicko de croire que si on créait un parti islamiste et que ce parti islamiste va gagner les élections présidentielles, en tout cas, ce n'est pas prouvé par 2013 qui a progressé dans 2018. 2018, ils n'ont pas voté, ils n'ont pas appelé à voter pour Ibeka parce qu'on dit qu'il est dans la déviation comportementale par rapport aux valeurs que l'imam Dicko prétend défendre comme étant le dépositaire de ces valeurs-là, qui n'est pas le cas. Parce que nous avons une doctrine animiste avant la doctrine islamique. On peut s'attendre à la création d'un parti politique, mais ce serait illusoire de penser par rapport à la mobilisation pour remplir les stades que cela peut leur apporter en 2023 la présidence. Je rappelle quand même que nous parlons du Mali, un pays qui est à 95% à peu près musulman. Avant de revenir à vous, Madame Dramé, je vous demandais, Monsieur Gimba Yara, ce qui, aux critiques qu'a formulé Madame Dramé, empêche véritablement le Mali de se réconcilier. Là, je ne vous parle même pas de ce qui se passe au nord. Je vous parle aujourd'hui des tensions, des fortes tensions intercommunautaires qu'a évoqué Mme Dramé. Force est de constater que malgré les efforts, les différentes visites du Premier ministre au centre, malgré les efforts déployés par l'État malien pour rassurer les populations. Vous dites efforts, vous parlez de quoi concrètement? Le déplacement. Ce n'est pas une visite qui règle un problème. Les déplacements, avec les promesses de dons, de sécurisation, 10 000 hommes pour cette zone sur le centre, pour pacifier le centre, oui, qui doit monter progressivement avec l'aide de la communauté internationale, les forces françaises Barkhane, avec l'aide de l'amunissement qui va patrouiller dans la zone. Malgré tout cela, oui, il y a des difficultés sécuritaires dans le centre du pays. Le nier, c'est le nier. Monsieur Gimbaera, quel est aujourd'hui l'état d'esprit des Maliens? Oui, quel est le ressenti des Maliens par rapport au pouvoir en place? C'est ça qui est l'état d'esprit des Maliens est clair. Les Maliens veulent la paix. Donner $1000 à quelqu'un, ils veulent se réconcilier. Ils veulent la paix. Ils veulent la paix. Ils veulent se réconcilier. Et ils sont accompagnés au quotidien, effectivement, dans cette envie, dans cette recherche d'harmonie, de cohésion, les uns avec les autres. Il y a une volonté qui est là. Il y a une volonté manifeste du gouvernement de la République du Mali qui est là. Mais elle est insuffisante, il faut la constater. Il faut constater cette volonté-là. Et l'insuffisance de cette volonté est des moyens mis à la disposition de l'État, des populations, pour pouvoir vaquer à leurs occupations sans problème. Cette réalité, on la connaît. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut que les populations se parlent entre elles. Il faut travailler à souder, ressouder le tissu social. Il faut travailler à les mettre en confiance, avant la pause, à extirper
la gangrène qui est le terrorisme de ces rangs-là. D'accord. Mais on ne va pas masquer tous les problèmes derrière le terrorisme. Avant la pause, Madame Dramé a posé une question, enfin, a mis sur la table une interrogation simple. Qu'est-ce qui fait que, alors que ces religieux ont soutenu le président Ibrahim Boubacar qui était en 2013, 2012, 2013, oui. Qu'est-ce qui fait que la brouille est intervenue? Comment vous l'expliquez? Non, l'explication est simple. Ces religieux se placent dans un contexte d'une gestion d'un État sous le sceau islamiste. Je suis religieux, je suis musulman, je viens de Dili, c'est la ville pieuse. Mais le Mali n'est pas qu'un pays musulman. Nous avons dans ce même pays des animistes. C'est ce que vous pensez. Nous avons aussi dans ce même pays des chrétiens. On a, Monseigneur, le cardinal de Bamako qui est élu. On est tout à fait d'accord. Nous sommes dans un pays laïque. On est tout à fait d'accord. Et on pourrait imposer la volonté des musulmans à la majorité des Maliens. La vision de deux hommes, d'un homme comme l'imam Dicko, qui est un wahhabite inventé, d'un homme comme le shérif, qui ne va jusqu'à choisir le Premier ministre du Mali. Ce n'est pas normal, c'est une immixtion dangereuse. Très rapidement, dites-nous, avant que je vienne, oui. Très rapidement, il faut comme il est le seul, il faut que il nous explique davantage, excusez-moi, il faut qu'il nous explique davantage. Monsieur, il a dit, vous êtes un journaliste respecté. Et donc, vous savez, en tant qu'intellectuel, qu'un programme scolaire répond à un besoin. Tout à fait. À quel besoin répond au Mali d'aujourd'hui la mise en œuvre d'un programme d'éducation sexuelle dans les écoles, aujourd'hui, en 2019? Ce programme contesté n'est pas partagé par les Maliens. Il ne faut pas qu'on se voile la face. Voilà. Mais ça a été un coup dans le dos de l'ensemble. D'où est venue l'idée? Vous savez, quand est-ce que ce programme a été voté? Ça a été voté le 25 mai. Les partenaires techniques ont commencé à plancher là-dessus le 25 mai, alors que les esprits étaient autour des élections. Oui, mais on a fait un coup dans le dos. Et qui sont les acteurs? Qui sont les acteurs? Ces acteurs sont connus. Mahmoud Dicko a siégé dans cette commission. Pourquoi il ne l'a pas dénoncé en son temps? Nous avions les cadres de l'ADEMA qui ont siégé dans cette commission. Pourquoi ils ne l'ont pas dénoncé? Le Malien n'est pas prêt à accepter un tel programme pour l'éducation de ses enfants. Ça, le gouvernement était censé le savoir. Ou pas, ça, le gouvernement était censé le savoir. On est là-dessus. J'espère qu'il ne dira pas le contraire. Et voilà. C'est un programme mais M. Guimara, c'est ça, mais le gouvernement était censé le savoir. Non, la réalité est ça, on s'est fait duper par les techniciens qui ont été choisis pour concevoir un tel programme. La conception et la réflexion n'allaient pas dans les mêmes sens. Et à mon humble avis, le gouvernement devait punir du directeur de la division pédagogique jusqu'au ministre, il devait payer. Ce n'est pas le cas, malheureusement. C'est rare de voir un soutien du pouvoir dire aussi clairement et sincèrement les conséquences à tirer effectivement de ce qui est avéré comme un échec. Monsieur, comme il le dit, monsieur, comment ça s'appelle, le shérif de Nioro. Oui. Monsieur Togbé, je mets quiconque à défi de sortir de sa propre poche plus de 400 millions de francs CFA pour soutenir le président. Et qu'il vienne à la tête et qu'aujourd'hui, ce même monsieur se met contre le président de la République. Qu'est-ce qui s'est passé entre temps? Non, mais qu'est-ce que le shérif dit? Je l'ai déjà expliqué, c'est la mauvaise gouvernance, la mauvaise gestion, la corruption. Le shérif dit qu'il faut libérer Sanogo. C'est une drôle de façon. Pardon, franchement, vous pouvez pas vous taire un peu pour que je puisse m'exprimer? Ce n'est pas faisable. Vous parlez, personne ne vous interrompt. C'est par politesse qu'on le fait. C'est par politesse qu'on le fait. Pourquoi vous ne me laissez pas parler? Je vous laisse parler parce que je suis sûr de ce que je raconte. On laisse Madame Dramé. Mais vous, non. Madame Dramé. Laissez les gens parler tranquillement. On y va, Madame Dramé. Pour nous, on se respecte. Allez-y. On est tout à fait d'accord. Mais ne dites pas des contre-vérités. Non. Si vous dites une contre-vérité, si je suis sur ce plateau, vous direz après. Ou je pars de ce plateau. Non, monsieur Guimara. Non. Vous direz après. Vous dites des contre-vérités. C'est faux. Vous dire la même chose. Arrêtez de raconter du n'importe quoi. Vous savez que vous êtes en train de défendre l'indéfendable. Vous avez menti. Alors, on se calme. C'est la merde totale avec Ibrahim Boubacar. Ça, c'est votre avis. C'est pas mon avis. On se calme. Monsieur Guimara. Vous ne pouvez pas faire ça. Monsieur Guimara, l'État ne me nourrit pas. Je travaille avant. Mais oui, vous buvez la soupe de l'État. C'est lamentable. Et ça, c'est deux jours. C'est lamentable. Madame Dramé. C'est lamentable de tenir de tels propos. Vous prenez tout le monde
à témoin de dire que le Mali se tient entre la main de deux personnes, l'imam Diko et le shérif de Nioro. Monsieur Guimbayara, ces allégations que vous faites, elles sont très graves. Elles sont très graves. On dirait que vous n'êtes pas un dites-moi le contraire. Monsieur Guimbayara, c'est pas qu'elle est religieuse. Non, Madame Dramé, on recentre le débat. Madame Dramé, c'est pas un débat personnel. Arrêtez de défendre le diable. Non, vous n'avez pas de débat. Ne soyez pas l'avocat du diable. Madame Dramé, alors on l'a dit. Je reviens à ma question, monsieur. Oui, vous ne serez pas interrompu. Voilà. C'est important. Mais ne l'interrompez pas. Il m'interrompt, je l'interromps. Non, allez-y. Il a dit. Très clairement. S'il vous plaît, Madame Dramé. S'il vous plaît, Madame Dramé. Et je l'ai rappelé. Il a dit avec franchise et sincérité, effectivement, que ce programme scolaire introduit entre-temps a été une erreur et qu'effectivement, les acteurs qui se sont, préoccupés de la mise en œuvre de ce programme devraient être sanctionnés. Ça, il a dit très clairement ça. Et ce qu'il a dit aussi, c'est que ces chefs religieux, l'imam Diko et le shérif de Nioro, tentaient d'islamiser d'une certaine manière le fonctionnement de l'État. C'est comme ça que lui justifie la brouille aujourd'hui entre le président de la République et les chefs religieux. Il rappelle que le Mali est et reste un État laïque. Ah bon? Le shérif de Nioro et Mahmoud Diko essaient d'islamiser. Comment ça islamiser? La vérité, ça saute à l'œil nu là. C'est pas que quand les cheminots sont en grève, c'est le shérif de Nioro qui les a amenés à faire la grève. Quand les travailleurs se sont mis en grève, quand les médecins se sont mis en grève, c'est le shérif de Nioro qui leur a dit de faire la grève. C'est une très bonne question que vous posez. Je pose la question, qu'ils me répondent à ça. Quand les enseignants sont en grève, je viens de lire tout de suite là sur Internet, il y a les femmes de Sikasso qui vont se mettre en grève demain parce que les enfants... Ça, ce n'est pas le shérif de Nioro. C'est pas le shérif de Nioro qui a fait ça. Qui est responsable de ça. On est tout à fait d'accord. On est tout à fait d'accord. Il faut arrêter de se voiler la face un peu là. Monsieur Maïga, on n'est plus à l'élection présidentielle, c'est pas la campagne. Maintenant, c'est un débat constructif. Qu'est-ce qu'il faut faire pour sortir le Mali de la on a compris. C'est ce qu'on veut. Arrêtons de se voiler la face, ça suffit. Monsieur Maïga, la question c'est jusqu'où vont-ils aller, les deux chefs religieux, l'imam Diko et le shérif de Nioro? Monsieur Niang, que nous avons écouté dans l'élément, dit si ils veulent, ils peuvent créer un parti politique, un parti islamique, seulement il ne suffit pas d'avoir rempli un stade un samedi soir pour créer un parti politique et espérer prendre le pouvoir avec celui-ci. Vous, quel est votre avis sur cette question-là précisément? Je serai bref. Allez-y très rapidement. Parce que tout part, ce que j'ai dit au départ, du délitement de l'État. D'accord. Alors, ces guides de conscience populaire, se sont trouvés face à une situation tellement chaotique qu'ils ont donné du temps. Et cela, je l'ai dit dès le départ, ça comporte ses dangers aussi. Mais il faut savoir écouter le peuple. Le président de la République ne le fait pas. J'ai eu l'honneur et le bonheur de le connaître en personne. Mais ce qui est étonnant, monsieur Maïga, qui est étonnant, monsieur Maïga, excusez-moi, c'est qu'on est en train de parler d'un président réélu avec 77%. Mais bien sûr. Oui, mais si tout était aussi chaotique et dramatique, pourquoi les Maliens l'ont réélu en août 2018 avec une victoire aussi éclatante? Bon, enfin, si moi je m'en tiens aux chiffres, s'il vous plaît, si je m'en tiens aux chiffres publiés par la Cour constitutionnelle. La levée de boucliers des partis de l'opposition à un moment donné, au lendemain des élections, ça révèle quand même certaines choses. Ça déclare des choses. Les marches, les contestations qui continuent aujourd'hui, même de manière désordonnée, à rayer sur Bamako, mais c'est quand même symptomatique de quelque chose. Comment imaginer la suite maintenant? Jusqu'où vont-ils aller, les chefs religieux? Y a-t-il possibilité d'une réconciliation? Une lecture d'observateurs engagés, comme on a nommé Raymond Aron à un moment. Oui. Il va falloir que le Mali réussisse un forum énorme où la vérité doit être étalée sur la place publique. Des débats sur un mois ou deux afin de ressouder, comme disait Guimbayara, afin de pouvoir ressouder cette société qui est partie en lambeaux. Mais on avait déjà proposé, le pouvoir avait proposé une sorte de rencontre citoyenne, un forum, une sorte de forum citoyen qui a été plus ou moins boycotté notamment par l'opposition. Ouais. Dans votre introduction, vous parliez de situation à l'intérieur du Mali. Oui. Madame Dramé a évoqué le fait que
le conflit, les conflits durs et violents se sont déplacés au centre du Mali. C'est ça. Mais comment ça se fait qu'un État organisé puisse être si laxiste jusqu'à ce que les terroristes prennent le centre du Mali? Si l'armée française n'avait pas été là, l'armée malienne n'aurait pas bougé d'un centimètre. Ça a duré des années. Il a fallu que l'armée française frappe pour que la situation, l'armée malienne se déploie peu ou prou à l'heure où nous parlons. Bon. Le pouvoir vous dira, et grâce notamment à la loi programmatique et militaire mise en œuvre depuis 2017 maintenant, de 2017-2018, avec 1200 milliards de francs CFA, le processus est en cours, effectivement, pour avoir une armée efficace. Il faut du temps, oui. Vous dira-t-on. L'histoire de la guerre a révélé, depuis Clausewitz, que ce n'est pas au nombre des hommes que l'armée se détermine. On est d'accord. C'est au nombre de la qualité de ces hommes-là. On est tout à fait d'accord. Et de la motivation. Et de la motivation. On est tout à fait d'accord. Le slogan de l'armée malienne que j'ai vu sur le terrain. Quand il y a eu la débatte des gars où j'étais là. Je reviens à vous tout à l'heure. Je propose qu'on marque une pause. On se retrouve dans quelques instants pour la suite de notre émission. À tout de suite. Nous ne sommes pas d'antenne là. Non.